Les deux hommes sont assis ensemble. Le père ne parle pas et le fils non plus. Une personne arrive et informe être désolée de les avoir fait attendre. C'est sa mère et de ce qu'elle constate, les deux n'ont pas échangé un seul mot. Il s'avère que son père a du mal à croire que cet homme et son fils Sora disparu il y a 5 ans. Il est complètement différent de son fils. Puis il dira qu'en ce moment, ils ont besoin de ça. Gêné, Sora lui demande de quoi parle-t-il. Eh bien, pour confirmer son identité, le mieux est de révéler les secrets de l'autre. Le truc, c'est qu'il se rend aussi compte qu'il se met aussi en difficulté, car cela révélerait certains secrets que sa propre femme ignore, mais surtout ses hommes. Il dit à un homme caché que si cet homme dit quelque chose de suspect, il devra l'éliminer. L'homme caché informe avoir bien reçu l'ordre. Donc un homme était caché, ce qui confirme que son père était très méfiant envers lui. Finalement, cela le rassure, car avec le temps, son père n'est pas devenu un homme faible et sait se protéger. C'est alors qu'il lui demande s'il est prêt pour son défi. Eh bien, mais ce henchman devrait faire attention, car il pourrait entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Il informe donc que tous les week-ends, son père suivait des cours de cuisine au groupe de soutien des femmes au foyer. Comment pouvait-il savoir cela? L'homme ne comprend pas. Le patron faisait ça? Des images étranges apparaissent dans son esprit. En plus de ça, il se cachait chaque semaine pour prendre des cours de ballet. Mais attends, est-il vraiment sérieux? Le chef aurait fait ça aussi? À cet instant, il comprend une chose. Il comprend qu'il avait entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. Le silence s'est installé pendant un instant. Puis il informe que cela peut être vrai. Mais il n'a pas besoin d'être son fils pour le savoir. Alors devrait-il raconter quelque chose sur leur famille? Eh bien, cela serait assez intéressant. Dans ce cas, il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas prévenu. Il a commencé à transpirer, mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Cette épée japonaise juste là-bas n'était qu'une réplique. A-t-il bien entendu une réplique? Il ne devrait pas être ridicule. A-t-il une preuve? Il suffit de regarder la lame. Le manche a les marques de morsure de son frère. Comment est-ce possible? Comment pouvait-il le savoir? Alors s'il comprend bien, elles ne viennent pas du moment où le chef avait les mains liées. On raconte qu'un jour, le chef de la guilde avait eu les mains liées. Il a tué 38 personnes en ayant les mains liées. C'est alors que Sora retire l'arme. Le ninja pense qu'il bluffe et qu'il veut juste prendre le chef par surprise pour l'éliminer. L'épée pouvait s'allonger mais aussi se rétrécir. C'est alors qu'on le traite d'idiot. Ils pensaient tous qu'il était mort. À cet instant, il avait compris que c'était bien son fils Sora, disparu il y a de cela 5 ans. Si seulement ils savaient ce qu'ils avaient traversé durant son absence. Ils ont fouillé tous les endroits connus pour avoir des informations sur lui. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il est devenu le chef de tout un groupe parce qu'en le cherchant, il est devenu plus fort. Maintenant, lui qui est respecté et craint pleure comme un enfant devant son fils. Il est peut-être pathétique. Alors peut-il éliminer le mec qui les espionne depuis tout à l'heure? Et merde, il semble que son destin soit fichu. Le chef de la famille avait une réputation de monstre, ayant vécu toute sa vie sous une pluie de sang. Il n'a jamais été témoin d'une scène comme celle-ci jusqu'à aujourd'hui. Il commence alors à stresser. Cela ne veut-il pas dire qu'il va le buter? Il doit partir de cet endroit le plus vite possible. C'est alors qu'une main l'attrape. Son père a dit qu'il veut lui parler. Quelques instants après ça, il était assis comme un enfant et attendait simplement sa punition pour avoir assisté à une telle scène. Il sait que parmi tous ses gardes, il est celui qui a la langue la plus pendue. Et si cela venait à se savoir, il en serait certainement le responsable. L'homme promet de ne rien dire sur ce qu'il a vu. Maintenant, il comprend qu'il n'y avait plus aucun doute. Les deux sont bien père et fils. C'est alors que sa mère intervient et les arrête. Enfin, sa sauveuse vient la libérer. Il ne doit rien dire concernant ce qui s'est passé. L'homme confirme qu'il ne le fera pas. Il est si heureux que son abruti de fils n'ait pas raconté les moments où il pétait ou ronflait en dormant. Ne serait-ce pas lui qui serait en train d'en parler? En voyant tout cela, c'est comme s'il venait de ressortir des abysses une deuxième fois. Maintenant, il peut clairement le dire. Il est à la maison. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Un homme venait d'interrompre leur discussion et informe qu'il y avait un homme avec des cheveux blancs qui le cherchait. Sauf que cette personne se trouvait juste devant lui. Un enfant aux cheveux blancs, a-t-il dit? Ne serait-il pas en train de parler de lui? C'est le choc total. C'est le gars dont il parlait. Il est peut-être fort, mais ils sont bien plus nombreux que lui. Vont-ils faire quelque chose à leur chef? Est-ce qu'il fait partie de la Tiger War? Ses jambes tremblaient. Alors il l'a aidé à les calmer.
puis le regarde avec un regard menaçant et demande à son père pourquoi ne le présente-t-il pas à ses hommes. Il informe que c'est son fils Sora, celui qui avait été porté disparu depuis 5 ans et qui est finalement revenu. Quant à son niveau, attends, il ne connaît même pas le niveau de son fils. Les mots ne sortent pas. Alors il informe à son père qu'il n'a pas de système comme tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Aurait-il survécu dans les abysses pendant 5 ans sans le système? Mais s'il n'a pas de système, cela signifie que peu importe son niveau d'entraînement, il n'allait jamais dépasser le niveau 10. Qu'est-ce qu'il entend par là? Pourquoi dit-il toujours qu'il est fort? C'est juste un débutant sans système. Eh bien, il a dû certainement se tromper. Mais il ne comprend pas. S'il est juste un débutant, comment se fait-il qu'il n'ait pas été blessé lorsque le camion l'a percuté? Veut-il essayer de voir le niveau avec son système? Ce qui l'a surpris, mais il dit que ce n'est pas nécessaire, puisqu'il n'a pas de système. Il ne connaît certainement pas les informations de base, car lorsqu'on possède le système, on peut voir le niveau d'un monstre lorsqu'il apparaît, et on ne peut pas voir le système des autres sans la compétence analyse. Cette compétence était rare, peu de chasseurs l'avaient. Cependant, dans cette pièce, une personne avait cette compétence, c'est leur chef. Ton père. Alors il n'a qu'à vérifier avec sa compétence. En fait, il aimerait avoir des informations sur l'abysse. C'est pourquoi il demande à son père de le faire. Tout le monde veut voir son niveau, mais une personne n'était pas intéressée. Alors il lui demande pourquoi ne veut-elle pas connaître son niveau. Pour sa mère, cela n'avait aucune importance, car le plus important était qu'il soit de retour à ses côtés. Et elle informe qu'elle connaît déjà son niveau, enfin ses capacités. Tout le monde est surpris. Qu'est-ce que cela signifie? Peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il obtient le même résultat, à savoir qu'il ne peut voir aucune de ces informations. Il y avait 2 explications. La première, c'est peut-être que son fils Sora n'a pas de système. La deuxième, c'est que son niveau est si élevé que son système ne peut pas l'afficher. La seule chose qu'il peut voir, c'est le nom de Sora. Le reste est inaccessible. De plus, Sora avait survécu 5 ans seul dans l'abysse. S'il n'était qu'un débutant, il serait mort depuis longtemps. Donc sa conclusion, c'est que son fils possède un niveau au-delà de sa perception. Alors il lui demande: qu'a-t-il fait dans l'abysse durant ces 5 dernières années? Pour sa mère, ils devraient tous être heureux qu'il soit revenu. Après tout, son fils Sora est un enfant fort. Il a dû certainement endurer beaucoup de choses pour revenir. Ses paroles lui ont fait revoir toutes les images, les moments durs de survie. En fin de compte, il n'a pas pu se retenir. Il était désormais de retour chez lui. Alors il demande à sa mère de ne pas pleurer car il allait bien. Voyant cela, son père n'a pas pu se retenir aussi et a préféré demander à tout le monde de partir, qu'il les laisse tranquilles. Une mère venait de retrouver son enfant après beaucoup de temps. La première chose que Sora a demandé à sa mère, c'est comment allait son frère. Car lorsque les tours sont apparus, ce dernier avait disparu. Il pensait donc qu'il était mort. Mais sa mère le rassure en lui faisant clairement comprendre qu'il allait parfaitement bien et que ce dernier avait rejoint l'armée. Voudrait-il qu'elle l'appelle maintenant qu'il est de retour? Car ce dernier avait rejoint l'armée pour le venger parce qu'il pensait qu'il était mort. Cela fait longtemps qu'il n'a pas vu son frère. C'est alors qu'il demande à sa mère, possède-t-elle une position de haut rang dans cet endroit? Eh bien oui, elle possède un statut. Mais la raison pour laquelle tout le monde lui fait confiance, c'est parce qu'elle est clerc, une guérisseuse avec de nombreuses capacités de soins. Elle possède même la capacité de prophétie. Mais alors, si c'est un clerc, elle peut donc voir son lien avec l'abysse? En réalité, non. Elle ne possède pas la capacité de voir les compétences. Mais alors, comment sait-elle qu'il est fort? Car elle a confirmé juste avant qu'elle savait qu'il était fort. Eh bien, la raison, c'est sa deuxième compétence, celle de la prophétie. Il s'avère que durant les 5 ans où il avait disparu, elle n'était pas vraiment inquiète, car cette compétence, la prophétie, lui a permis de savoir que son fils était fort et allait revenir un jour. Alors, durant tout ce temps, tout ce qu'elle a fait, c'est encourager son père à attendre. À l'extérieur, un homme tape à la porte. Lorsque le garde ouvre, il constate que c'est le vice-chef et ses hommes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez l'épisode. Si vous êtes nouveau, voici la playlist avec le premier épisode. Car oui, pour les nouvelles personnes, ce n'est pas vraiment le premier épisode. Vous avez encore 1 heure à voir. Allez, courage les gars. Et abonnez-vous. Mettez aussi un like, ça soutient énormément la chaîne. Allez me follow sur ma chaîne Twitch. Je vais vous le répéter 40 000 fois parce qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. Venez me follow les gars, ça me ferait vraiment plaisir et ça soutient énormément. Et on pourra discuter tranquillement. Allez,
bon visionnage. Le père de Sora lui souhaite la bienvenue à la maison, mais le vice-président des guildes unifiées nommé Jiro Iwashima ne répond pas. Surpris, il lui demande pourquoi ce visage sombre. Se serait-il passé quelque chose? Il a demandé à une personne d'enquêter en coulisses et aurait-il trouvé quelque chose? Il informe que la guilde était bien liée à l'armée comme il le soupçonnait. Ils ont livré les carcasses de monstres à l'armée, comme ils le faisaient d'habitude. Mais un type tenant un carnet a commencé à mettre en difficulté l'inspection, inventant de nombreux prétextes pour leur donner que la moitié des points, puis il a rapporté le montant complet à ses supérieurs. En vérifiant, tout menait bien à Tiger War. Il comprend mieux maintenant. Si Tiger War, qui était réputé pour être neutre, agit de la sorte, alors il devait y avoir quelque chose de plus grand derrière. Mais ils ne peuvent pas se laisser marcher dessus comme ça. Cela impacterait l'avenir de cette ville. Enfin bon, pour le moment, qu'ils prennent juste le temps de se reposer et qu'ils mangent à leur guise. Il ira voir cette guilde pour remettre les choses dans l'ordre. Après tout, dans ce monde, il faut leur montrer que les guildes unifiées ne sont pas si naïves. Aurait-il bien entendu Tiger War? Le fragment noir dans l'abîme a fait passer tous ses sens en sur-régime, ce qui a fait qu'il est devenu extrêmement fort et ses sens sont devenus bien plus aiguisés. Il peut donc entendre au travers des murs, sur plusieurs mètres ou plus. Donc Kagawa et les voleurs qu'il a croisés sont liés à Tiger War. Est-ce que cela signifie que son père allait négocier avec eux? Cela l'inquiète un peu. Alors il décide d'intervenir et informe à son père qu'il va le suivre pour aller rencontrer cette guilde. Prévoit-il de s'impliquer dans ce chaos? Ce n'est pas si mauvais car de cette façon, ils verront ses capacités. C'est alors que le vice-président l'observe. Puis il demande qui est ce gars. C'est son fils Sora qui avait disparu il y a de cela 5 ans dans la zone sombre. Il a donc survécu seul. Mais alors, quel est son niveau? Eh bien, concernant le niveau de son fils, il n'a pas de système. Serait-il une personne normale sans système? Mais il n'aurait pas pu tenir plus de 3 jours. Non, ce n'est pas possible. Car avec des stats d'élite et des compétences, on peut survivre. Mais sans compétences, il serait un poids mort. Il éclate de rire et informe que c'est une bonne chose qu'il soit de retour. Mais il vient à peine d'arriver. Il doit être épuisé. Pourquoi ne pas passer son tour pour cette fois? Eh bien oui, il a peut-être raison. Il dit donc à son fils Sora de rester avec sa mère. Sa mère intervient et informe que cela était une bonne idée. De cette façon, il pourra lui faire la visite de la maison. Donc ils pensent tous qu'il ne sert à rien en combat. En réalité, il comprend. Car pour ceux qui n'ont pas de système, ils ne servent à rien. Après tout, il n'est qu'un simple humain ordinaire. De plus, il ne contrôle pas totalement le pouvoir de l'abysse. Et si un gars comme celui qu'il a rencontré avant apparaît, cela pourrait mettre en danger sa famille. Donc garder le secret de son pouvoir pourrait les protéger. Finalement, cette situation l'arrange. Alors il accepte. Ce qui surprend l'homme qui l'avait guidé. Il vient de perdre la chance de voir ses vrais pouvoirs. Tous se préparent pour partir avec le chef afin de faire valoir leurs droits. Pour sa mère, il ne doit pas s'inquiéter, car son père veut juste le protéger. De plus, ils viennent à peine de se retrouver. Son père ne veut certainement pas l'impliquer dans des affaires dangereuses. Il devrait être serein et ne pas s'inquiéter pour lui, car il est extrêmement fort. De plus, a-t-il oublié qu'elle utilise toujours sa vision pour voir l'avenir, et de ce qu'elle a constaté, il reviendra sain et sauf. Pourquoi fait-elle cela? Elle devrait arrêter, il n'est plus un enfant maintenant. Il comprend que sa mère utilise ses pouvoirs pour voir l'avenir. Mais Tiger War était lié à l'armée. Son père devra s'opposer à eux, et cela va devenir fréquent dans les jours à venir. Alors il demande quelle est la situation actuelle du refuge et pourquoi leur guilde était-il en mauvais termes avec Tiger War. Il s'avère que depuis le jour du jugement, une équipe de chasseurs fondée par les éveillés s'est alliée à l'armée pour gérer les refuges, et son père a fondé une autre guilde dans cette zone d'évacuation numéro 6 afin de le retrouver. Tous ont été touchés par le serment de son père qui était de retrouver tous les membres de leur famille. Depuis lors, ils ont obtenu beaucoup de choses. Ils s'occupent de maintenir l'ordre dans cet endroit, de la récupération des ressources une fois qu'un monstre est battu, et de la gestion des monstres. De l'autre côté, l'armée prend en charge les brèches et les raids sur les tours. En réalité, son père est un homme bon. Il a protégé tous ses hommes et a fait en sorte qu'aucun d'eux ne soit envoyé dans les brèches pour affronter les monstres. C'est ainsi qu'ils ont réussi à préserver la paix au cours des 4 dernières années. Il y a quelques mois, un groupe est apparu dans leur ville. Ce groupe est nommé Tiger War. Ils sont apparus afin d'établir une branche. En d'autres termes, imposer leur influence, leur domination.
Depuis ce jour a commencé le conflit avec Taigueroir. Mais alors pourquoi l'armée ne veut-elle pas intervenir pour remettre les choses comme avant? En réalité, l'armée ne peut pas gérer tous les monstres et Taigueroir possède de grands chasseurs. C'est une guilde qui écrase par la puissance et c'est pourquoi l'armée ne peut pas se mettre à dos une telle force. La guilde dispose d'énormément d'informations. Ils interviennent dans les brèches et donnent les informations obtenues à l'armée. Des informations qui sont très importantes. De plus, ils ont un atout majeur. Un chasseur éveillé ayant été choisi par une entité de la tour. Son nom est Ezra. Et sa force est juste monstrueuse. Qu'a-t-elle dit une entité de la tour? Ils ont appris il y a de cela longtemps qu'à l'intérieur de la tour, il y a une entité si puissante qu'à leurs yeux, certains la considèrent comme une divinité. S'ils réussissent ces épreuves, alors les humains ayant réussi sont reconnus par lui et obtiennent un pouvoir de sa part. Certains les appellent les messagers de l'entité supérieure ou encore les gardiens de la tour. Et justement, Taigueroir possède le plus grand nombre d'élus. Étant donné que cette guilde est puissante, jusqu'à maintenant, elle dévorait les autres guildes dans l'espace de très peu de temps. La population dans cet endroit aime son père et sa guilde, mais malheureusement, celle-ci n'avait jamais réussi à franchir la tour à la différence de Taigueroir. Ils sont les seuls à être encore là, avec une guilde indépendante qui résiste. Il comprend que les choses vont très mal. Alors il demande si les gens aiment leur guilde. Alors pourquoi se regroupent-ils comme un groupe de Yakuza? Eh bien en fait, elle aime bien ça. C'est une question de goût. Donc les membres agissent comme des ninjas et Yakuza juste pour le kiff. Pour elle, le plus important, c'était que tout le monde soit heureux. Il semble être assez fatigué. Alors elle va le laisser prendre une douche. Il peut l'appeler s'il veut qu'on lui frotte le dos. Non, il ne veut pas, il peut le faire tout seul. Il semble bien que son fils ait grandi. C'est alors qu'il active un pouvoir, lui permettant d'analyser toute la zone et de détecter la position de sa mère sans qu'il ne la voie. Maintenant qu'elle est partie, il doit agir, car il ne pensait pas que la situation serait si grave. Il s'avère qu'il s'inquiète pour son père. Alors il décide de les suivre et agir si nécessaire. C'est là qu'on apprend que sa mère le savait. Avec sa compétence prophétie, elle prévoit absolument tout. Et elle lui avait pourtant dit de se reposer. Mais elle finit en disant que les enfants sont parfois têtus. Le père de Sora, Sakuya, avait pris la direction de la guilde Taigueroir avec des membres de l'union des guildes. Et pendant ce temps, Sora constate que lorsqu'on s'éloigne du centre, la ville sombre dans l'obscurité. Lui, c'était parfait car de cette façon, il serait plus simple de retrouver son père. C'est alors qu'il détecte leur présence. Mais il remarque autre chose. Pourquoi se sentait-il étourdi? Il ne comprend pas car depuis qu'il a obtenu le pouvoir de l'abysse, il n'est jamais tombé malade. C'est alors qu'il entend une voix qui l'appelle. Graine de l'abysse, il ne le laissera pas s'enfuir. Cette voix, c'était le même gars. Il cachait sa présence et Sora ne pouvait pas la détecter. Donc s'il comprend bien, il était dans l'abri 6. L'instant suivant, il ressent du vertige. C'est encore la même chose et l'homme l'informe qu'il ne le laissera pas s'enfuir parce que son âme a été marquée par lui. Lorsqu'il a remarqué sa présence, il a tenté de l'éliminer. Mais ce n'était qu'une illusion qui répète la même chose. Il avait marqué son âme. Sora n'arrivait pas à contrôler ce qui lui arrivait. Et parce qu'il a crié trop fort, on avait remarqué sa présence. Alors il décide de partir et se demande est-ce que l'illusion avait disparu. Les paroles qu'il avait dites, c'est qu'il n'allait pas le laisser partir. Et encore une fois, il est de retour. Aurait-il disparu à cause de la lumière? Alors il veut bien essayer encore une fois. Il s'est mis devant une lampe et attend. S'il reste dans le noir durant 7 secondes, la marque s'active et cela provoque des étourdissements. Il perd son calme et cette chose apparaît. Ce qui est encore plus flippant, c'est qu'il peut voir uniquement sa tête. Lorsqu'il marche dans la lumière, un bruit étrange apparaît et au bout d'un certain temps, la marque disparaît. Est-ce que cela signifie qu'il ne l'a pas remarqué à cause du soleil et de la lumière chez lui? Il comprend mieux sa situation. Mais avec une telle capacité, il peut certainement connaître sa position. Il pourrait aussi lancer une attaque à tout moment. Il ne faut donc pas baisser sa garde. Comment c'est? Il va devoir retrouver son père. Entendre la voix de cette ordure tout le temps l'énerve. Avec le temps, en marchant, cela va confirmer ses soupçons. Et en y réfléchissant plus sérieusement, si sa mère avait bien raison, cela signifie que son père était en danger. La seule personne puissante qu'il a rencontrée jusqu'ici, c'est cet homme. Et il y a de grandes chances que ces gens tentent de détruire les guildes unies dirigées par son père. Si les choses sont ainsi, il protégera sa famille même si cela signifie qu'il devra tuer tout le monde.
Finalement, il comprend qu'il ne peut pas retrouver ses jours paisibles perdus. C'est alors qu'il remarque un regroupement de personnes. Il semble qu'il soit arrivé avant que ça commence. Mais alors, comment son père allait-il entamer les discussions? Lorsqu'il était jeune, son père lui disait que lorsqu'il y avait une dispute, la violence devrait être la dernière option. Mais alors, est-ce que cela signifie que son père allait agir de cette façon même dans une situation aussi critique? C'est alors qu'il entend du bruit. Les hommes crient et demandent à tout le monde de s'écarter car les choses sérieuses allaient commencer. Cela fait longtemps que leur boss n'avait pas dégainé sa lame. La dernière fois qu'il l'avait fait, il a laissé une cicatrice de 20 cm sur le visage de son adversaire. C'est alors qu'il s'adresse à Tushida. Il devrait sortir maintenant. Il doit venir lui tenir tête et voir qui est le plus fort. L'attaque a tout dévasté sur son passage. Un seul coup a suffi pour déchirer le bâtiment. Sora n'y croit pas. Est-ce bien son père qu'il voit? Alors un peu surpris, il s'approche des hommes et demande: est-ce que le chef a toujours été comme ça? Ne le sait-il pas? Le chef est bien du genre à foncer dans les bagarres sans hésiter. Mais ne dit-il pas tout le temps que la violence est le dernier recours? Eh bien, il disait ça au début, lorsqu'il croyait encore que l'armée allait arranger les choses. Mais les choses ont changé. Pour l'armée, tant que les chasseurs font leur boulot et que les civils ne meurent pas de faim, alors les bagarres ne les intéressent pas. En général, ils n'interviennent pas lorsque les conflits éclatent. C'est pour cela que régler les problèmes avec les poings, c'est plus rapide. Car si l'on ne peut pas gagner un combat, alors il n'y a pas besoin de parler. Et si on perd, il n'y a pas besoin de parler aussi, car cela ne servirait à rien. En d'autres termes, tu frappes d'abord et ensuite on parle si t'es pas trop amoché. Il ne comprend pas, car de ce qu'il a vu avec le moine qu'il a croisé un peu plus tôt qui possédait une grande puissance, les plus forts évitent les combats. Est-ce qu'il se serait trompé? Comprend-il mal les choses ou est-ce que cela signifie que tant que t'es fort, tu peux faire tout ce que tu veux? Mais alors ce gars porterait-il un bandeau juste pour le style? En parlant de lui, il venait d'apparaître. Au loin, il observe et regarde la scène, le lieu où avait été vaincue la horde de monstres qui allait anéantir la civilisation. Mais constate qu'ils sont tous morts. Son nom est Yukio Shuzanji. Niveau 75. Il possède une compétence nommée œil perçant. Et cela lui a permis de voir que le boss de niveau 90 a été tailladé de toutes parts. On constate des traces de brûlure sur son corps. Alors il referme ses yeux et dit que cela a été flippant qu'il existe autant de personnes puissantes. Il ne le sait pas, mais la personne qui a fait ça, c'est Sora. Et il l'a déjà croisée. Il pense qu'il faut rester prudent et une fois qu'il a remis ses équipements, son niveau a immédiatement chuté. Il est désormais qu'un simple moine de niveau 45. C'est alors qu'un homme arrive et les traite de pourriture. Pense-t-il encore que les choses sont comme avant, lorsque les abris d'évacuation avaient été construits? Eh bien, il semble que les choses aient changé. Après tout, après un tel désastre, des enfoirés comme lui sont apparus. Il aurait dû le tuer à ce moment-là. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? A-t-il peur? Pense-t-il qu'il allait faire comme si de rien n'était après ce qu'ils ont fait? S'il le demande, dans ce cas, il va lui faire une faveur. C'est alors que l'homme dit qu'il l'a assez provoqué. Alors cette personne devrait sortir. En tremblant, il continue de le provoquer, en le traitant de lâche et en disant qu'il n'ose pas sortir son épée. Il devrait leur servir de combustible pour faire fonctionner leur guilde. C'était les paroles de trop. Et lorsqu'il a voulu l'attaquer, quelque chose s'est produit. Il semble qu'il est mordu à la peau. On lui demande de ne pas bouger et un homme apparaît et informe qu'il a du culot d'avoir commencé un combat dans un abri. C'est Osamu Usui, un assassin de niveau 63 et surtout, il travaille pour l'armée. Il semble que ce dernier ait pris parti pour la Taigueroire. Donc un soldat soutient la Taigueroire. Est-ce une coïncidence? De plus, il peut sentir beaucoup de monde dans cet immeuble. Ce n'est donc pas une coïncidence mais un piège. Dans cette situation, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'un soldat les soutient vraiment? Il informe que selon l'article 15 de la loi provisoire sur la sécurité des abris, les duels dans les abris sont interdits. Toute personne en infraction subira une peine d'emprisonnement de 15 jours qui pourrait être aggravée selon l'infraction. Le coupable peut même subir la peine de mort. Va-t-il suivre leurs instructions? Donc c'était ça leur plan, le provoquer afin qu'il riposte pour qu'il soit arrêté. De plus, il ne s'inquiète même pas que sa corruption soit révélée et agit ouvertement. Une fois qu'il sera emprisonné, il verra certainement sa peine prolongée dans une durée indéterminée. Il pourrait aussi le faire disparaître dans un malheureux accident. Il sait que si ces hommes le perdent leur élément le plus fort, la guilde unie sera détruite par Taigueroire et les autres. Mais alors pourquoi l'armée veut-elle aller aussi loin pour bouleverser l'équilibre?
Est-ce qu'il y a une lutte de pouvoir interne à l'armée? Il ne sait pas ce qui se cache derrière, mais il ne peut admettre aucun crime. Alors il informe qu'il fait erreur, car eux deux ne se battaient pas. En tant que soutien des guildes unies, il ne peut admettre un crime sans aucune preuve. Eh bien, il y avait les marques d'épée qui étaient une preuve évidente. Est-ce qu'ils seraient en train de se foutre de lui? Ils peuvent considérer cela comme une preuve, mais uniquement la preuve qu'il voulait rénover l'immeuble, pas pour commencer un duel. Il semblerait qu'il n'ait pas compris. Ce n'est pas à lui de décider ça, c'est lui qui prend les décisions et s'il dit que c'est un duel, alors c'en est un. Il avait déjà perdu dès l'instant où il a mis les pieds dans cet endroit. Maintenant, il doit obéir et se soumettre à lui. Mais ces hommes l'encouragent et lui demandent de ne pas céder. S'ils cherchent à se battre, ils auront ce qu'ils cherchent. Cependant, il leur demande de se calmer. À cette distance, ils étaient prêts et ils n'oseront pas attaquer. Cet homme est très fort. Son niveau est de 63. De plus, c'est un assassin, sa vitesse doit être hors pair. Seulement s'ils prennent Tsushida en otage, alors ils pourront réussir. Il dégaine donc sa lame. Les deux hommes le remarquent. Tsushida dresse son bouclier. Ses compétences sont différentes de celles des autres classes. Il peut donc analyser plus d'informations, notamment les attaques. Il sait qu'à cette distance, il peut bloquer son attaque. Son arme est une épée en forme de bouclier qui peut uniquement contrer les épées, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'elle est très forte contre une personne possédant une lame. Elle peut parfaitement bloquer l'attaque de guerrier de niveau 69. L'attaque d'un guerrier de niveau 65 ne vaut donc rien face à lui, ce qui signifie que Mukujima ne pourra pas couper le bouclier. Alors il crie et lui dit d'abandonner. Il va devoir les suivre calmement, ou préfère-t-il pourrir en prison avec tous ses camarades? Qu'ils prennent une décision maintenant. Pour la première fois, le vice-chef panique. Cette situation n'était pas à leur avantage. Puis il range son arme. Cela fait croire qu'il ne pourra rien faire si ce n'est aggraver leur cas. Les autres comprennent que le chef se rendait. Il semble qu'il ait enfin pris sa décision. Mais ces hommes n'arrivent pas à l'accepter. C'était de l'injustice. En réalité, le chef lui avait envoyé un signal. Et lorsqu'il lève la lame de cette façon, cela signifie qu'il faut se préparer. Lorsqu'il baisse sa main, cela signifie qu'ils doivent attaquer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que lui et le boss sont parfaitement liés. Son arme avait disparu. Et l'instant suivant, il fonce vers Tsushida. Il pensait que son bouclier allait bloquer ses attaques à l'épée. Pensant être plus résistant, Tsushida est resté confiant. C'est alors que le vice-chef active son pouvoir, le liant directement avec celui du chef. Son épée s'est transformée en marteau, brisant son armure. Au moment où il voulait l'achever, l'assassin l'informe qu'il connaissait son plan avant d'apparaître directement derrière lui pour l'attaquer. Mais cela était impossible. Comme il l'a dit, lui et le chef étaient liés. Il couvre ses arrières. On ne peut donc pas l'attaquer aussi facilement. Le chef continue donc et veut l'éliminer. Alors Tsushida demande à l'armée de le tuer. Tous dirigent leurs armes vers lui. Mais encore une fois, le vice-président crée une barrière pour le protéger, bloquant au passage la fuite de Tsushida. Une fois qu'il l'aura immobilisé, ils pourront battre en retraite. Sauf qu'au dernier moment, Tsushida a simplement disparu. Ce qui l'a surpris, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, son ami a créé une prison de pierre qu'il a piégée dans les ombres. De plus, il a marqué une magie sur le bouclier brisé de Tsushida. Avec cela, il a rempli les conditions pour sa technique spéciale, la transe des ombres. Sans cet otage, il a perdu. Alors, il était temps d'en finir. Sauf que tout s'est arrêté. Le vice-président ne comprend pas, même les soldats sont sous le choc, alors il demande pourquoi sont-ils surpris? Eh bien oui, pourquoi seraient-ils surpris? Qui pourrait être ce gars? Des renforts de Mukujima? Est-ce un assassin? Comment n'a-t-il rien senti? Il ne sait pas qui est cette personne, mais c'est certainement un ennemi. La personne qui portera le premier coup aura gagné. Alors il veut utiliser une arme de dernier recours. Lorsque Tsushida le voit, il comprend rapidement, c'est le poison mortel que la Tiger War a conçu pour terrasser le boss de niveau 90. Quand l'avait-il volé? Il se jette en avant pour pouvoir lui balancer le poison. Son père Mukujima l'appelle pour l'avertir. Le poison s'est rapidement propagé, touchant au passage presque tout le monde. Les soldats ont commencé à tomber un par un. Tsushida n'aime pas cette situation. Mais au moins le gars est mort, c'est ce qu'il pensait, car ce dernier est réapparu encore une fois. Comment pouvait-il encore bouger? Ce poison était assez puissant pour tuer un niveau 90. À cet instant, ils comprennent leur erreur. Ce gars est au-delà du niveau 90. Ils viennent de rencontrer un monstre. C'est alors que Sora fait tomber les lames. Il leur demande, pensait-il vraiment pouvoir s'échapper?
Peu importe sa classe, chaque joueur possède 5 attributs: intelligence, force, agilité et constitution. S'il résiste au poison, cela signifie que sa constitution rivalise avec celle d'un joueur de niveau 100. Il devrait dire à leurs hommes de baisser leurs armes. Mais l'homme ne voulait pas s'avouer vaincu. Alors encore une fois, il va tenter de l'attaquer. Dans cette situation, il pensait dominer, mais Sora ne réagit pas. Tsushida veut saisir cette chance et transforme son bouclier en épée. Lorsque Sora voit cela, il les balance comme de simples déchets. Les deux sont passés devant son père avant d'exploser le mur se trouvant derrière. À cet instant, Mokujima ne comprenait rien. Est-ce bien son fils qui venait de faire cela? Peu après l'impact, il avait disparu et Sora l'avait remarqué. L'instant suivant, il apparaît derrière lui. Cette fois-ci, il a simplement accepté son attaque, comme pour lui faire passer un message clair. Son corps était aussi dur que de l'acier. Désormais, il est impossible de retirer sa lame. Lorsque Sora se retourne, il arrive à esquiver au dernier moment. Tout cela grâce à ses capacités d'assassin qui lui donnent une rapidité extraordinaire. Mais malgré ça, il avait été blessé. Rien que le souffle de son attaque a suffi à le blesser. Il comprend rapidement qu'il fallait prendre la fuite. Mais prendre la fuite est impossible. Ainsi, Sora l'a tout simplement écrasé. L'assassin n'avait rien vu et reconnaît qu'il était trop rapide. Le silence est enfin revenu. Et lorsque Sora se redresse, c'est le choc total. Tout le monde pensait qu'il était un simple humain, faible. Mais il s'avère qu'en réalité, Sora n'avait peur de personne. Rien ne pouvait l'intimider. Il traîne le corps tel un sac poubelle. Les soldats ne savaient pas comment réagir dans une telle situation. Sora informe son père qu'ils peuvent prendre l'autre gars. Maintenant, il rentre à la maison. Ne comprenant pas et surtout choqué de tout ce qu'il venait de voir, il dira simplement « Ok ». Rentrés chez eux, le calme était enfin revenu. Leurs hommes sont partis se reposer et ils pouvaient enfin discuter. Le vice-président demande « Ont-ils avoué quelque chose ?» Non, malheureusement, ils sont restés muets. Cela n'avait pas d'importance car désormais, ils savent où se cache Taigueroir et dans les prochains jours, ils devront rester sur leur garde. Car certes, ils ne resteront pas sans rien faire. Concernant leur manigance, ils vont y réfléchir plus tard. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment Sora a-t-il survécu durant ces 5 dernières années. En voyant son père combattre contre eux, il a réalisé une chose. Il devait révéler la vérité. Il y a 5 ans, il est tombé dans un monde appelé Abyss, où il y avait des tours. Il était prisonnier. Et ainsi, le temps est passé et il a raconté toute son histoire à sa famille. Et il leur a fait savoir que ce qu'il a sauvé et ramené sur Terre, c'est une invocation. De ce qu'il sait, il existe 16 tours au total. Aucune d'entre elles ne correspond à son histoire. Dans ce cas, cela signifie que c'était une tour inconnue. Si cette tour était près de l'Abyssis, il fallait la purger en priorité. Il est heureux que son fils soit en vie. Le vice-président éclate de rire. Qu'est-ce qu'il raconte? En vie, dit-il? Son fils est revenu avec un niveau qui les dépasse, 1 milliard de fois supérieur au leur. Pour sa mère, peu importe ce qu'il avait traversé. Tant qu'il était rentré, ils sont heureux. Plus jamais, ils ne laisseront leur famille être séparés. Il semble que même sa famille porte les mêmes cicatrices que lui. Alors il fait savoir qu'il ne les abandonnera jamais. C'est alors que les lampes cessent de fonctionner. Il commence à se sentir bizarre. À cet instant, il comprend qu'il allait apparaître. Et lorsque ce dernier est apparu, il informe que cette fois, il ne lui échappera pas. Ses paroles avaient changé. Il a remarqué autre chose. Personne, à part lui, ne pouvait le voir. C'est alors qu'il s'arrête et disparaît. Alors il se demande, se serait-il dissipé pour de bon? Il se manifeste et informe que cela faisait longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? Se serait-il forgé une conscience? Pourtant, il n'avait toujours pas de corps. Alors Sora pense que c'était peut-être qu'une illusion. Il préfère l'ignorer. Mais rapidement, cet être lui demande, serait-il en train de faire semblant de ne pas l'entendre? Il pense qu'il n'est qu'une illusion. C'est intéressant. Alors il a couvert ses yeux et l'a imprégné d'une énergie sombre. Sora ne pouvait plus rien voir et comprend que ce n'était pas une illusion. À cet instant, tout le monde a remarqué. Son énergie avait changé et était devenue sombre. Son père ne comprenait pas ce qui est arrivé à ses yeux. Voyant cela, sa mère tente une purification. Mais son pouvoir l'informe que sa cible n'était pas Moji. Sora se demande s'il avait vraiment pris forme humaine. Il comprend que sa famille était en danger. Alors il tente de le neutraliser, ce qui donne lieu à une scène bizarre car personne ne pouvait le voir. Cet être lui demande, serait-il en train de flipper? Mokujima en panique lui demande s'il y a un ennemi car il ne voit rien et sa mère ne pouvait pas le voir. Il n'est qu'un lâche qui ne cesse de le suivre. Il se trompe et n'accepte pas qu'on le traite de lâche. Et d'ailleurs, il ne s'est pas encore présenté. Alors il va le faire.
Son nom est Fodel, l'entité des ténèbres de la noble lignée Assa. Et lui, un simple humain, a absorbé le cristal noir, un pouvoir qui leur appartient et qu'ils avaient laissé dans l'abysse. En réalité, c'est son essence ténébreuse. Il lui fait aussi savoir que les agents divins le surveillent parce qu'il a quitté l'abysse de son plein gré. Ils sont en approche et s'il tient vraiment à la vie, il devrait retourner dans la tour avec lui. Maintenant, il comprend mieux. Les agents divins dont il parle sont les Ezra, les humains qui ont obtenu des pouvoirs des entités supérieures et qui les servent. Son père ne comprenait pas trop ce qui se passait et voulait intervenir. Mais sa femme voulait voir comment les choses évoluaient. Alors elle lui demande de ne pas intervenir. Donc s'il comprend bien, même une entité supérieure comme lui peut se faire tabasser par un simple humain. Ils peuvent envoyer autant de guerriers Ezra qu'ils le veulent. Ces derniers ne pourront rien faire contre lui. Il ne devrait pas se sentir supérieur parce qu'il l'a vaincu. Et les autres Ezra ne lui arrivent pas à la cheville vu la puissance qu'il détient désormais. À lui seul, il pourrait lui ôter la vie sans même transpirer. Pourquoi devrait-il croire en ses paroles? C'est alors qu'il éclate de rire. Il n'est qu'un idiot roturier. S'il ne le croit pas, ce n'est pas grave. Mais il le regrettera plus tard lorsque le sang va pleuvoir sur cette terre. Il n'avait aucune raison de le croire. Mais s'il dit la vérité, que devrait-il faire? C'est alors qu'une autre personne apparaît. Ce dernier manifeste un pouvoir étrange. Rapidement, l'être a été frappé par cette lumière, ce qui a permis à Sora de reprendre le contrôle. Fodel ressentait une douleur atroce. Lorsque cet être s'est montré, le père de Sora l'avait immédiatement reconnu. Sora l'avait aussi reconnu. C'est le moine, celui qu'il avait croisé à l'entrée de l'abri. Alors il demande à son père Mokujima s'il connaît cette personne. Ce dernier, tout joyeux, informe que c'était plus qu'une connaissance. Ils ont fondé la guilde ensemble. À cet instant, Fodel maudit Shuzenji et lui demande de le libérer. Donc lui aussi, il peut le voir. Ils vont devoir parler car la situation était critique. Mokujima lui demande ce qui ne va pas. Il allait tout lui expliquer une fois qu'il aurait parlé à son fils. Il aimerait savoir ce qu'il entend par urgence. Certes, il possède un grand pouvoir, mais il n'est pas un Ezra comme ceux qui reçoivent un pouvoir d'une entité supérieure. Cependant, ses yeux reçoivent un pouvoir qu'il qualifie de divin. C'est grâce à ça qu'il a pu sceller Fodel avec des arts interdits. Et son énergie, bien qu'elle soit de la même nature que celle de Fodel, dépasse celle des entités supérieures. Il reconnaît donc que Sora possède un pouvoir qui leur fait peur. Il ne sait pas comment il a obtenu un tel pouvoir, mais ils n'ont pas le temps d'enquêter car d'énormes forces divines convergent vers cette ville à l'instant même. Sans doute convoite-t-elle son pouvoir. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec Fodel, mais lui fait savoir que tout ce que venait de dire Fodel était la vérité. En revanche, il ne doit pas écouter ses dernières paroles, qui disaient qu'il devait revenir dans l'abysse. Il ne doit jamais remettre un pied dans l'abysse, car ce qui hante la tour est bien plus dangereux que les Ezra. Il cherche à le tromper afin qu'il y retourne pour reprendre son pouvoir. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est partir afin de s'enrôler dans l'armée. Parle-t-il des mêmes gars qui ont voulu le faire sauter? Shuzenji éclate de rire. Il sait que l'armée n'est pas fiable, mais il y avait là-bas une personne à qui il pouvait faire confiance. Les Ezra n'oseraient pas le toucher s'il était officiellement rattaché à l'armée. Mais s'il part, qui garantirait la sécurité de ses parents? Il n'a pas à s'inquiéter car les Ezra suivent une règle qui veut qu'il n'implique pas les civils ordinaires. C'est justement grâce à cela que l'Alliance tient encore debout. Et tant qu'il sera encore là, ils n'oseront pas bouger. Après tout, les Rakan comme lui rivalisent en puissance avec les Ezra. À ce moment-là, Tiger War avait organisé une réunion dans laquelle se trouvait un certain Ryusei Hiro, un Ezra de la Terre de niveau 105. Ce dernier était en colère car on l'avait convoqué pour une mission débile, à savoir celle de vaincre un gars qui n'a même pas de système. D'après les infos à leur disposition, cette personne est le fils de Mokujima Sakuya, disparu il y a de cela 5 ans. Il a dû certainement réussir à rentrer dans la tour par pur hasard et il informe que Hiro suffirait largement pour gérer un tel déchet, ce qui énerve Hiro car ce gars le prend de haut. Il s'avère que lui aussi est un Ezra. Son nom est Yukinoju Shiraya, niveau 106. Lorsque la tension montait, une personne est arrivée. Elle porte le nom d'Orim Duju. C'est aussi une Ezra, mais d'Athéna possédant le niveau 106. Chacun possède une entité qu'ils servent. C'est alors que le chef informe qu'il participera aussi à cette mission. Kaishi Iwagaya, un Ezra d'Hermès de niveau 101, n'y croyait pas. Le chef servait une entité portant le nom de Zeus.
Il est aussi un Ezra et l'ordre qu'il a reçu de Zeus, c'est que Sora devait mourir. La 16e tour près de l'Abrissis était sur le point d'être activée. Savent-ils ce que cela signifie de mettre la main sur ces tours? L'Alliance a refusé leur offre transmise via Tiger War. Ils ont préféré faire cavalier seul. Alors cette fois, ce sera pas juste Sora. Il faudra faire payer ses parents le prix de leur choix. Son nom est Light Mukai, Ezra de Zeus de niveau 118. Quant à Sora, après avoir discuté avec Shu Zenji, ce dernier l'a informé qu'il fallait qu'il retrouve une personne nommée Mie Tonosaki. Cette dernière devrait l'attendre au quartier général. C'était une vieille connaissance à lui et il peut lui faire confiance. Et qu'il n'oublie pas que dans ces lieux, il dispose de la maîtresse des malédictions, à savoir sa mère. Si une guerre éclate et qu'un sceau maudit est activé, même Tiger War ne pourra rien faire. Sa mère le rassure en disant que l'Alliance était là pour une bonne raison. Il possède des capacités qui peuvent mettre en difficulté la plus grande des guildes. Il n'avait pas à s'inquiéter. Au début, Sora avait des doutes, mais finit par accepter de partir. 15 minutes plus tard, après qu'il soit parti, un autre groupe a fait son apparition dans leur demeure. Shu Zenji les attendait. Il savait parfaitement qu'ils allaient venir les rencontrer. Alors il active un dôme d'écho doré, ce qui va dévier l'attaque et détruire une partie de la maison. Au moins, personne n'est blessé. Au début, Shu Zenji était confiant, car il pensait qu'il n'y aurait qu'un seul Ezra. Sauf qu'il constate qu'ils étaient venus avec 4 Ezra. Peu après, un homme est arrivé, annonçant l'arrivée d'un 5e Ezra. Les Ezra ont commencé à faire de la place et le saluer. Le boss en personne venait de faire le déplacement. Même Mukai était venu. Il n'arrive pas à y croire. Il n'a eu qu'à prononcer son nom. Et Yukinuju a activé son pouvoir. Une énergie sombre est apparue au-dessus d'eux, faisant aussi apparaître des êtres étranges. Cette ombre, c'était pour identifier tous les membres de l'Alliance, même ceux qui étaient cachés. Personne ne pouvait s'enfuir. Sakuya active sa compétence œil scrutateur, lui permettant de voir tous leurs niveaux. À cet instant, il comprend que les choses allaient être compliquées car l'écart de niveau était juste monstrueux. Shu Zenji lui demande que lui vaut cet honneur. Rapidement, Yukinuju informe que d'après ses ombres, il n'était pas là. Il veut savoir où était-il. De qui parle-t-il? Il devrait préciser car il n'est pas devant. Qu'est-ce qu'il a dit le moine chauve? Il semblerait qu'il ait grandi sans apprendre la politesse. S'il veut crever si vite, il ne va pas se gêner. À l'arrière, la mère de Sora va activer une zone. C'est une malédiction qui possède pour capacité d'affaiblir ses cibles. C'est la malédiction dont parlait Shu Zenji. Il avait dit que même un Ezra ne serait pas capable de le vaincre. Dans cette situation, les Ezra ne réagissent pas vraiment et constatent juste la malédiction. C'était donc leur stratégie que c'est minable. Même affaibli par une malédiction de niveau 68, il peut écraser l'Alliance à lui seul. Sauf que son coup a été arrêté sans effort. Il ne semble pas bien comprendre ce que représente l'Alliance. Il venait de perdre 30 niveaux et constate qu'il a aussi été maudit. Si on lui retire son niveau, qu'est-ce qu'il lui reste au juste? Il tente de bloquer l'attaque de toutes ses forces, mais c'était impossible car il devait faire face à un Rakan de niveau 75 et son niveau est passé de 105 à 71. Il est donc inférieur à lui. La malédiction les a tous affectés et tous leurs niveaux ont chuté de 30 points. Le plus haut niveau, c'est bien sûr Light Mukai, qui possède désormais un niveau de 84. Certes, il a chuté, mais ça reste quand même très élevé. La malédiction est redoutable, bien que sa fonctionnalité soit simple. Toute personne rentrant dans la zone voit son niveau baisser de 50% par rapport à celui du clerc, ce qui fait pour eux tous 34 points en moins. Alors le moine demande, serait-il en train de tenir debout les jambes tremblantes? Malgré ce désavantage, un homme a commencé à éclater de rire. Il s'avère que c'est Mukai. Il semble que les choses deviennent enfin intéressantes. Il appelle donc Rim, qui répond rapidement à ses ordres. Cette dernière active un pouvoir et Mukai informe que tant qu'ils seront entre ses mains, alors Sora allait certainement revenir. Une puissance étrange s'est manifestée et l'environnement a commencé à changer. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils venaient d'arriver dans l'arène d'Athéna. Ce qui était très mauvais. Personne ne pouvait désormais protéger l'Alliance, étant donné que les plus forts n'étaient plus là. Cela fait longtemps qu'il n'a pas eu un vrai rival pour le faire frissonner.
Alors il va attendre que son fils Sora tombe dans son piège. Tout cela devient divertissant pour lui. Quant aux hommes de l'Alliance, ils préfèrent les rayer de la carte et ne laisser aucune trace. De l'autre côté de la zone, les soldats surveillaient et faisaient attention concernant l'apparition des monstres. C'est alors qu'ils entendent un énorme bruit. Il s'avère que c'était un homme qui se déplaçait dans les airs. Elle ne comprend pas qui peut être cette personne. Shu Zenji lui avait donné une photo de la personne dont il devait rentrer en contact. Et de ce qu'il constate, ça doit être cette femme. Alors il informe venir de l'Alliance. Il est ici pour demander une protection militaire. Rapidement, elle demande à tout le monde de baisser leurs armes. Puis elle lui demande s'il est Mukujima. Si c'est bien lui, elle a quelque chose à lui demander. Ailleurs dans l'arène d'Athéna, les choses devenaient de plus en plus compliquées. C'est alors qu'un sceptre frappa le sol. De nombreux feux se sont allumés et une femme commença à faire des prières envers sa divinité. Elle demande à l'entité qu'elle sert d'être témoin de son combat, qu'elle lui accorde un miracle sur ce duel. C'est alors qu'une entité s'est manifestée dans l'arène de combat. L'alliance des guildes ne pouvait qu'être témoin car il n'y avait pas de moyen de sortie, si ce n'est battre leur adversaire. On informe que chaque camp devra choisir 5 combattants. Le premier à remporter 3 victoires recevra la bénédiction de l'Olympe. Quant à ceux qui perdront les combats, ils seront consumés vivants par ce qu'ils appellent la lumière divine. Le silence est pesant car ils ne comprennent pas. Mukujima demande qu'est-ce qu'ils entendent par 5 guerriers. Au total, ils ne sont qu'au nombre de 8. Eh bien pour cela, ce n'est que temporaire, car 2 combattants viendront. En parlant bien sûr de Mukai et de Sora, elle informe qu'ils étaient en route. C'est alors qu'Hiro demande qui veut crever en premier face à lui. Il reçoit une notification qui informe que Ryusei Hiro lui avait lancé un défi. Shu Zenji estime que tout cela n'était que le résultat de son manque de discernement. Mukujima n'était pas d'accord car sa seule présence suffit. Ce n'était pas à lui de porter ce fardeau. De plus, avec la malédiction de Yae, sa femme, leur niveau avait chuté. Donc les gérer en 1 contre 1 ne devrait pas être si dur. Le vice-président était d'accord avec ces paroles, mais Yae n'est pas une combattante. Ce qui signifie que tout reposait sur eux. Toutes ces paroles rassurent Shu Zenji. Mais rapidement, son visage change. Il informe que parmi les Ezra, celui qui sert Arès est le plus brutal. On raconte qu'une fois qu'il est devenu un Ezra, il a écrasé à lui seul une guilde entière qui comptait 3 Ezra dans ses rangs. Tout cela grâce à ses capacités démentielles de son entité Arès. Mais ils n'ont pas à s'inquiéter car il avait un plan. C'est pourquoi il informe qu'il allait prendre le premier combat. Il sera celui qui affrontera Hiro, le disciple d'Arès. Il aimerait bien lui demander un duel. Tout ça met Hiro dans une rage extrême. Maintenant que les combattants étaient en place, que le meilleur gagne. Une énergie terrifiante a commencé à se libérer de son corps. L'instant suivant, il apparaît devant lui. Sa rapidité est monstrueuse. La première attaque sera neutralisée. Alors il tente de le contrer. Hiro est une brute qui ne juge que par la force brute. Si un adversaire est faible, il l'écrase. Alors il devrait lui montrer que cela n'allait pas être si simple. Le problème, c'est que tout cela augmente sa soif de sang. À cet instant, il a été surpris, mais il ne fallait pas ralentir. Le coup a été si puissant qu'il l'a fait reculer de plusieurs mètres. Et ce n'était pas suffisant pour l'arrêter. N'est-ce pas lui qui avait pris l'initiative? Maintenant, il met de la distance. Est-ce de la prudence? Les attaques de Hiro n'avaient rien de tendre. Bien qu'il arrive à répondre, il ne ressort pas intact de ses attaques, ce qui fait largement sourire Hiro. Des lames sont apparues sur sa main. On l'appelle la morsure de Cadmos. L'avait-il senti? Cadmos était un serpent de garde d'Arès. Lorsqu'il a tenu sa main, il n'avait pas pensé qu'il pouvait se manifester à partir du corps de l'Ezra. Son corps a commencé à changer et Hiro l'informe que ce n'était que le début, car Cadmos n'avait pas encore montré le grand jeu. Même s'il arrive à esquiver son attaque, cela ne change absolument rien, car un serpent peut apparaître et l'attaquer par derrière. Cette situation le met en difficulté. Il était devenu encore plus rapide. Pour se protéger, il active le dôme de l'écho doré. C'est là qu'il comprend son erreur. En réalité, ce n'était pas qu'il était devenu rapide, c'est lui qui devenait de plus en plus lent. Il venait de subir le venin du dragon, ce qui réduit toutes ses capacités à cause de ce poison. Et pour Hiro, il semble qu'il soit vraiment solide. En plus d'affaiblir son adversaire, le croc du dragon venimeux renforce la puissance et régénère la santé de son hôte, grâce au sang qu'il a absorbé. Est-ce tout ce dont il a dans le ventre?
Mukujima constate avec l'analyse que l'écart de force ne faisait que s'accroître. Maintenant, il se demande si Shu Zenji va réussir à tenir le coup. Shu Zenji fait de son mieux pour tenir le coup, mais ce n'est pas si simple face à un adversaire qui voit sa force augmenter. Ce dernier le roue de coups et lui demande combien de temps allait-il tenir. C'est alors qu'il a commencé à prononcer des mots étranges, parlant du royaume de Dharma. Pense-t-il vraiment que ses prières allaient changer quelque chose? La servante d'Athéna n'y croit pas. Est-ce un pouvoir divin qui l'entoure? Mais cela était étrange car il n'était pas un Ezra. Mais alors, quelle était cette énergie? Et d'où pouvait-elle venir? Shu Zenji prononce encore les mêmes paroles. Mukujima n'y croyait pas, car s'il parvenait à briser l'impasse avec cette invocation, il pourrait peut-être gagner ce combat. Comme les Ezra, Shu Zenji tirait son pouvoir d'une autre entité. Il fait alors manifester le mantra des 100 syllabes du Bodhisattva Vajra, aussi appelé le monde spirituel pur. Il se fout de son entité. Et pense-t-il vraiment pouvoir bloquer son attaque? Shu Zenji ne répond pas et ne fait que l'observer. Il n'est qu'un idiot. Pense-t-il vraiment pouvoir l'affronter au corps à corps? Il ne pourra rien faire même avec son armure. Il s'avère qu'il y a longtemps, un Ezra avait voulu l'affronter. Il avait cette même armure. Hélas, ce dernier n'a pas supporté ses attaques. En réalité, ils ne peuvent pas bloquer les crocs de Cadmos. De plus, son adversaire ignorait quelque chose. Le pouvoir qu'ils utilisent est une source d'énergie venant des entités. Une source d'énergie dont ils pouvaient se nourrir. Cadmos pouvait dévorer cette source d'énergie comme lorsqu'il dévorait le sang. Il se nourrissait donc de leur pouvoir et ainsi les tuait sans effort, le rendant encore plus fort. Et voilà qu'il fait la même chose que cet idiot. Il ne pourra pas le bloquer avec son armure, alors qu'il crève. Pour la première fois, son pouvoir n'a pas marché. Il n'arrive pas à y croire. Aurait-il neutralisé son poison? Comment a-t-il récupéré sa vitesse? Est-ce grâce à son pouvoir? Sa force avait aussi augmenté. Mais alors, est-ce toutes ses stats qui ont augmenté? Cette technique avait augmenté toutes ses capacités. Il vit alors le contrer avec le pouvoir de Cadmos et en profiter pour dévorer son pouvoir. Il devrait arrêter de bouger et se laisser bouffer par Cadmos. Il constate que son pouvoir se dissipe. Cadmos était en train de dévorer son pouvoir et tout cela sous les rires d'Hiro. Il est à lui maintenant et pense même avoir gagné. Malheureusement, tout cela n'était que son imagination. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne contrôlait plus rien et son pouvoir lui échappait. Il semble qu'il est jubilé un peu trop vite. N'est-il pas d'accord avec lui? Est-il satisfait de la puissance d'un Rakan? Il s'avère que le pouvoir que Shu Zenji avait obtenu de cette entité était extrêmement puissant et corrosif. Si une personne vient à le dévorer comme il venait de le faire avec Cadmos, il se fait ronger le corps de l'intérieur, car il ne peut encaisser un tel pouvoir. Qu'entend-il par là? Il est impossible que Cadmos ne puisse pas dévorer son pouvoir. Qui lui a dit que c'était un pouvoir divin? C'est là qu'on apprend son secret concernant son pouvoir. Shu Zenji avait la capacité de devenir un Ezra, mais il a refusé. Il se repose uniquement sur sa force physique, et la force karmique venant de ses yeux était incroyablement forte, mais aussi presque impossible à maîtriser. Il fallait donc travailler sa vertu, et seule la puissance du zen permet de ne pas se faire submerger par le karma. Bien que la race Ezra puisse absorber les pouvoirs, l'énergie karmique a été si puissante au point qu'il ne pouvait même plus bouger. À force d'enchaîner les mauvaises actions, Hiro n'avait plus aucune once d'énergie zen, l'énergie du bien. C'est pour ça qu'il n'avait aucun moyen de maîtriser son pouvoir karmique. À cet instant, Mukujima informe qu'il le savait qu'il allait gagner. La serviteur d'Athéna ne savait pas qu'un homme comme lui pouvait exister. Mais son camarade l'informe qu'elle ne devrait pas s'emballer, car ce genre de tour ne suffit pas pour gagner un vrai combat. Eux, les Ezra, ne sont pas si simples à écraser. C'est alors qu'Hiro se relève après tout ça. Le serpent Cadmos était toujours là, mais il n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir garder sa forme. Alors il se met dans une rage folle. Si les choses sont ainsi, il allait tout balancer. En déchirant Cadmos, quelque chose de gigantesque s'est manifesté. Son sang a commencé à se propager et Shu Zenji constate que son sang était un poison mortel. Il devait rester prudent et ne pas baisser sa garde. C'est alors qu'ils entendent un bruit. Serait-ce le tambour de la guerre? Personne n'arrive à l'accepter car il pense qu'il n'oserait pas l'invoquer. Il s'avère qu'il offrait le sang du dragon venimeux Cadmos à l'entité qu'il sert. Tout cela pour obtenir une arme, la lance d'Arès. Il s'avère que Hiro prend le risque de combattre.
jusqu'à ce que son corps se décompose et ne finisse en poussière. Ce qui surprend les autres Ezra, car obtenir l'arme de l'entité qu'ils servent demande un lourd tribut. Ils ne peuvent l'utiliser que s'ils sont prêts à mourir. Cette arme possède la puissance de l'entité qu'ils servent, et l'arme s'adapte au style de combat de celui qui la manie. C'est ce qui faisait la différence entre les simples joueurs et les Ezra. Pour lui, le combat était terminé. Le truc, c'est que Hiro a tué le dragon venimeux qu'Ares lui a donné pour obtenir cette arme. Son geste était grave, mais elle pense qu'Ares pourrait lui pardonner son acte s'il venait à gagner le combat. Par contre, si jamais il vient à perdre le combat, elle ne veut même pas imaginer le châtiment qui l'attend. Mais dans tout cela, elle finit par dire qu'un simple joueur ne pouvait pas battre un Ezra, surtout avec une arme divine. Sans aucune hésitation, Hiro se jette sur lui. Il va tenter de l'attaquer à bout portant. À cet instant, Shu Zenji se demandait où était passée sa lame. Pourquoi avait-elle disparu? Il recule en pensant qu'il ne serait pas capable de le toucher. Hélas, il avait quand même été affecté par l'attaque. Tout cela le ravit. Cette attaque venait du pouvoir qu'il venait d'obtenir. Heureusement, il avait réussi à dévier l'explosion avec un mantra juste à temps. Mais il se demande si sa lance était aussi empoisonnée. Son système l'informe que le sang d'Ares était corrosif. Cela a baissé sa défense de 50%. Hiro en profite pour l'attaquer à nouveau. Il arrive à esquiver de justesse, mais malgré cela, ce n'était pas suffisant. Des lames sont apparues de son corps. En plus de devoir faire face à sa force qui est surpuissante, il doit aussi prévoir les attaques émanant de son corps. Ce qui fait qu'à la fin, il est difficile de suivre les mouvements. Chaque coup rend son équipement plus fragile. Même avec le pouvoir karmique, il est difficile pour lui de gérer sa force démesurée. S'il ne l'avait pas affaibli un peu plus tôt, alors il serait déjà mort depuis longtemps. La meilleure chose à faire était de garder ses distances. Il a enfin réussi à le pousser après quelques échanges. Il n'avait pas le choix. Il fallait absolument faire quelque chose. Alors il commença encore une fois à faire appel à son pouvoir. Serait-il déjà à bout après quelques échanges? Il ne pense pas que se cacher allait changer quelque chose. C'est alors qu'il entend un nom, Onran. À cet instant, il comprend que ce n'était pas bon. C'est un sort portant le nom de chant du Dharma silencieux Onran. Une incantation sacrée qui purifie et bannit toutes les forces néfastes, ce qui affaiblit son sang du dragon venimeux. Pense-t-il pouvoir l'immobiliser avec une incantation et gagner en se planquant derrière? Tout cela n'était qu'une bonne blague. Lorsque Mukijima voit cela, il avertit Shu Zenji. L'instant suivant, sa tête a été perforée. En fait, il a eu de la chance, car s'il n'avait pas esquivé à temps grâce à l'avertissement de Mukujima, il serait mort. C'est alors que l'entité Athéna apparaît à Mukujima et informe que toute personne qui trouble l'ordre sera châtiée. Peu après, il a été frappé par une flamme surpuissante. Sa femme réagit rapidement pour le soigner. C'est le feu du châtiment des entités supérieures. Elle réduit la force vitale de 15%. Hiro informe qu'il serait déjà mort si Mukujima ne l'avait pas averti. Ce n'est pas plus mal car au moins, il a eu ce qu'il méritait en subissant le châtiment. Il était déjà assez difficile de l'affronter au corps à corps. Cela devient encore plus dur avec ses attaques à longue distance. Avec l'énergie qu'il lui reste, il ne pourra tenir que 3 minutes. Mais dans tout cela, il ne peut pas abandonner. C'est pourquoi il devait tout donner. Il devrait arrêter de perdre son temps. Quoi qu'il arrive, à la fin, ce sera lui le vainqueur de toute façon. Avec le pouvoir d'un Rakan, il y a plusieurs rangs. L'œil céleste, l'œil de sagesse, l'œil du Dharma et bien d'autres. Cette fois-ci, Shu Zenji décide d'ouvrir l'œil du Dharma. L'effet de l'œil du Dharma décuple sa vitesse, mais le seul désavantage, c'est que cela ne dure pas longtemps. Il fallait donc trouver une ouverture rapidement. C'est alors qu'il constate que cette lance ne contenait presque aucune énergie divine. Et il a aussi remarqué que les flèches d'énergie de sang qu'il a utilisées tout à l'heure étaient étranges. À cet instant, il avait enfin compris. Il active donc plusieurs boucliers qui le protègent des autres attaques, avant de bloquer son attaque à main nue. Est-ce donc cela, sa fameuse lance de sang? Quelle déception! Cela n'avait absolument rien d'impressionnant. Il venait de briser sa lance. Personne ne comprenait car il venait de bloquer le fil de sang qui était quasiment invisible. Mais alors, est-ce que ses yeux pouvaient transpercer la réalité? Lui qui pensait que l'Ezra d'Ares était invincible. Mais finalement, il constate qu'il y avait bien un moyen de le contrer. Avec une telle noirceur en lui, il est tout à fait normal qu'il soit devenu aussi corrompu. Il semblerait qu'il ne lui reste plus qu'à
jusqu'à le purifier. Pour lui, cela ne changeait rien, même s'il a réussi à voir dans ses attaques. Il peut contrôler le sang imprégné de son pouvoir à sa guise. Le pouvoir dans le sang n'était pas réparti uniformément dans le sang, ce qui fait que le sang est extrêmement fin, et cela lui permet de traverser les défenses ennemies. Mais alors, comment le moine allait-il s'en sortir dans cette situation? Cette fois, il ne pourra pas lui échapper. Lorsqu'il voit le sang se diriger vers lui, il active encore une fois l'œil du Dharma. L'incantation apparaît et lui fait subir une énorme pression. Il ne peut donc plus contrôler correctement son sang. Alors Shu Zenji commence à faire une prière. Il allait mettre fin au combat. À cet instant, la femme intervient et lui dit de faire attention à ses yeux. Ils peuvent voir l'énergie divine. Ses attaques sont totalement inutiles. Mais attends, n'est-elle pas intervenue dans le combat? Alors il avertit Athéna et l'informe que cette femme tente d'interférer dans le combat. Cette dernière l'avait bien remarqué mais lui lance un regard froid. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Les duels n'étaient pas équitables. Tout ce qu'Athéna a fait, c'est donner simplement un avertissement. Alors que lorsque c'était Mukujima, elle lui a fait subir un châtiment qui lui a retiré 15% de sa vitalité. Ce qui met en colère le vice-président. Comment peut-elle donner qu'un avertissement? Mukujima le calme et lui demande d'attendre la fin du combat. Hiro ne voulait pas écouter les avertissements et pensait qu'il n'avait pas besoin de son aide. C'est alors qu'apparaît une entité. C'est une invocation du roi de la sagesse inébranlable. Il pète les plans mais ne peut absolument rien faire. En tant que moine, c'est la première chose qu'ils apprenaient. On pourrait donc penser que cette invocation est faible, mais en réalité, elle double la force des attaques et de la défense. Elle ne dure que 30 secondes, mais pendant ce temps, il est quasiment impossible de s'en sortir. De plus, faire une telle prière durant un combat contre un ennemi, c'était considéré comme l'humiliation suprême. À cet instant, fou de rage, Hiro se déchire la peau, faisant couler son sang en grande quantité. Elle comprend qu'il n'était qu'un idiot. Il aurait pu briser le seau avant de l'attaquer, mais tout ce qu'il voulait, c'était le tuer. Lorsque Shu Zenji voit ses attaques, il ne contre-attaque pas. Il ne fait qu'esquiver car contre-attaquer dans cette situation lui demanderait une énorme quantité d'énergie. C'est pourquoi il préfère tout esquiver grâce à l'œil du Dharma. Voyant qu'il ne pouvait pas le toucher, sa colère explose. Il ne restait plus que 15 secondes et Hiro constate que ses yeux avaient commencé à saigner. En voyant cela, il veut profiter de l'occasion pour retourner la situation. Malheureusement pour lui, cela n'était pas possible. Bien qu'il saigne des yeux et arrive à sa limite, sa force était devenue surpuissante. Rapidement, ils comprirent que c'était la fin. La déception a commencé à apparaître sur leur visage. Ce pouvoir apaisait son âme, libérer son esprit en plus de le rendre plus fort. Ainsi, la négligence l'a conduit à sa propre perte. Hiro a été vaincu par le Rakan nommé Shu Zenji. Il avait réussi, mais tout cela lui avait demandé une quantité phénoménale d'énergie. Heureusement, il avait réussi avant que l'œil du Dharma n'atteigne sa limite. C'est alors qu'Athéna intervient et informe que la victoire avait été accordée à Shu Zenji Yukio de l'Alliance. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, le petit rappel, n'oubliez pas de venir sur Twitch. C'est très simple. Si vous ne connaissez pas Twitch, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. C'est comme YouTube, sauf que c'est réservé au live. Vous créez un compte et vous venez nous rejoindre quand on est en live. À chaque fois, vous recevrez juste une petite notification qui vous informe qu'on est en live. Bon, j'espère que vous avez apprécié et je vous préviens d'avance, le prochain épisode, ça sera une nouvelle série. Ne me dites pas encore une fois, fais la suite de cette série. Les gars, on est au chapitre je crois 26 ou 27, je ne sais plus exactement. Et pour le moment, il n'y a que 40 chapitres. Ne soyez pas pressés. Prochainement, je vais vous présenter une nouvelle série qui va être vachement cool. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même Sora, allez, je me casse avant qu'il me chope.